Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale Guinée équatoriale, le dossier du jour sera consacré à la diversification économique par le tourisme. Et au sommaire également de cette émission, première visite officielle du Premier ministre tunisien Youssef Chahed à l'étranger, et il l'a faite en Algérie. Et l'Assemblée nationale burundaise a adopté ce mercredi la loi sanctionnant le retrait du Burundi de la CPI, la Cour pénale internationale. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité est ambassadeur de la Guinée équatoriale en France, Monsieur Miguel Oyonondung Mifumu. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Merci à vous. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, merci d'être avec nous. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, et ravi d'être avec vous sur le plateau. Et Malik Hacher. Malik, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a effectué une visite officielle d'une journée en Algérie. C'était ce dimanche 9 octobre, durant laquelle il s'est entretenu avec son homologue algérien Abdelmalek Sellal. Youssef Chahed a fait part de sa volonté de renforcer davantage la coopération bilatérale avec son pays voisin, notamment et surtout dans les domaines sécuritaires et économiques. C'est un sujet qui nous a été préparé par Corinne Camdem. Le chef du gouvernement tunisien en visite officielle à Alger. Youssef Chahed a effectué son premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée à la tête du gouvernement tunisien ce dimanche 9 octobre. À l'invitation du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal, il a passé 24 heures en Algérie. Une occasion pour les deux hommes de discuter du renforcement des relations bilatérales entre leurs deux pays, notamment dans le domaine économique, sécuritaire et de lutte contre le terrorisme. J'ai choisi l'Algérie pour mon premier déplacement à l'étranger, eu égard à la nature des relations exceptionnelles qui unissent les deux pays. Le gouvernement est résolu à œuvrer avec la partie algérienne en vue d'offrir un climat d'affaires, d'investissement et de partenariat dans plusieurs nouveaux domaines et secteurs, ce qui ne manquera pas de consolider l'intégration et la complémentarité économique entre les deux pays frères. Cette détermination d'impulser la coopération entre la Tunisie et l'Algérie témoigne de la solidité des relations privilégiées liant les deux peuples frères. Dans cet élan, Youssef Chahed en a profité pour confirmer la décision d'annulation de la taxe de sortie du territoire tunisien qui avait quelque peu entaché les relations entre les deux pays. Établie en octobre 2014, puis temporairement abandonnée en 2015, elle imposait à tout véhicule étranger non résident une taxe d'un montant de 30 dinars tunisiens à la sortie du territoire. Cette taxe, c'est un symbole plus qu'une taxe, c'est un symbole qui fait sentir à nos amis, frères et sœurs algériens, il leur fait sentir, ok, vous n'êtes pas proche de nous, et c'est très mauvais. L'annuler aujourd'hui, c'est mieux de le faire aujourd'hui plutôt que demain. Mais au-delà de cette taxe qui a un effet psychologique, il faut aussi montrer aux deux populations, et je dirais à toutes les populations africaines dans la région, que nous sommes partis pour monter des projets communs. Lors de cette visite, le chef du gouvernement était accompagné par le ministre de l'Intérieur, le ministre du Commerce et de l'Industrie et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Malik, première visite officielle à l'étranger en Algérie pour le Premier ministre tunisien. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela prouve la qualité exceptionnelle des relations entre les deux pays frères. La Tunisie et l'Algérie ont une relation particulière, historique. La Tunisie a aidé l'Algérie dans sa lutte dans la guerre pour l'indépendance. Et ce sont deux pays qui ont eu des relations très étroites de 1962 jusqu'à aujourd'hui. C'est un signal fort de cette volonté de la Tunisie de se rapprocher davantage de l'Algérie, d'avoir un partenariat d'exception. Parce qu'aujourd'hui, le partenariat économique entre la Tunisie et l'Algérie peut être beaucoup plus important. Les échanges commerciaux, c'est juste 1,5-2 milliards de dollars, grosso modo. C'est peu par rapport aux potentialités des deux pays. L'Algérie a besoin de la Tunisie pour justement ses investisseurs dynamiques.
La Tunisie a besoin de relancer son économie et le marché algérien s'y apprête pour justement permettre aux investisseurs de venir en Algérie. Et puis l'Algérie est un sérieux allié pour la Tunisie dans la région sur le plan sécuritaire du fait de son expérience dans la lutte contre le terrorisme. Oui, justement, Jean-Marie, ce sera difficile, voire impossible pour la Tunisie de se débarrasser du fléau terroriste sans l'expertise algérienne. Tout à fait, l'expertise algérienne est une expertise qui est affirmée aujourd'hui. Dans le fait que la situation insécuritaire que connaît la Tunisie, qu'elle a connue, si vous voulez, heureusement que les choses se sont un peu tassées là, cette coopération-là est nécessaire tout simplement. Pourquoi? Parce que l'expertise algérienne n'est plus à démontrer aujourd'hui. Par contre, dans le domaine économique, c'est vraiment un besoin, si vous voulez, pour la Tunisie de l'Algérie. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les Algériens qui ont contribué à la relance du tourisme, si vous voulez, en Tunisie, parce que vous avez pratiquement, si vous voulez, 35%, si vous voulez, de fréquentation en plus, alors que les touristes occidentaux avaient pratiquement abandonné la Tunisie. Et ce sont les Algériens qui ont contribué à la relance du secteur, un des secteurs importants, si vous voulez, de l'économie algérienne, à savoir le tourisme. On en est même arrivé, c'est-à-dire selon les statistiques douanières tunisiennes, on vous dit que vous avez 6000 passages par jour entre la Tunisie et l'Algérie. Donc cette coopération-là, elle est nécessaire, que ce soit en termes sécuritaires, que ce soit en termes économiques. Je pense que dans le domaine économique, il y a Malik qui a relevé, si vous voulez, les points les plus importants. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez les entrepreneurs tunisiens qui sont très au fait du business international et une économie algérienne qui est une économie, comment dirais-je, c'est-à-dire assurée par le public, par l'État. Injecter l'expertise des entrepreneurs tunisiens en Algérie serait une chose qui serait vraiment souhaitable dans la mesure où les deux peuples se connaissent depuis pratiquement un siècle, je dirais. Voire plus. Malik, le Premier ministre a fait savoir au cours de sa visite l'annulation de la taxe de sortie du territoire tunisien imposée aux véhicules algériens, une taxe qui avait fait, rappelons-le, énormément polémique. Oui, une petite polémique. Moi, je pense qu'on a grossi un peu le trait. Effectivement, c'était une maladresse quand même de la Tunisie d'avoir imposé cette taxe qui devait, à la base, subventionner les produits de première nécessité. Donc, il y avait cette politique de la Tunisie qui a fait marche arrière, finalement, parce que Alger, en toute cohérence, a justement imposé cette taxe en retour. Donc, finalement, les deux gouvernements, justement, et cela prouve justement la proximité de la Tunisie et de l'Algérie, c'est qu'ils arrivent à surmonter ces deux gouvernements, même si on peut avoir des différences sur le plan politique et économique, ces deux gouvernements arrivent à surmonter des petits soucis de ce genre. C'est pas le cas avec l'autre pays voisin. Oui, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a toujours eu un deux poids, deux mesures. L'Algérie a toujours été plus proche, pas plus proche dans le sens sur la vision politique, notamment avec la Tunisie, plutôt qu'avec le Maroc pour un dossier comme on le connaît sur le Sahara occidental. Mais une bonne chose que Tunis ait retiré cette taxe. Et puis Jean-Marie a tout à fait raison. Les Algériens ont été 1 500 000 à entrer en Tunisie. C'est une manne financière incroyable. Et finalement, si on enlève cette taxe, ça envoie un autre signe de confiance, justement, et les touristes algériens seront, je pense, plus nombreux à visiter la Tunisie l'année prochaine. Rapidement, Jean-Marie, la question de la liberté de la circulation, de travail et de séjour a aussi été à l'ordre du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Que des mesures fortes vont encore être prises? Je pense que les mesures fortes vont être prises en fonction de tout ce que nous avons posé sur la table comme avantage entre les deux pays. Tout simplement pourquoi sur ce plateau, nous disons toujours qu'en Afrique, nous avons besoin d'une fluidité, si vous voulez, entre les frontières pour essayer d'accélérer les échanges économiques. Et non pas seulement les échanges économiques, vous avez aussi le domaine social, le fait que vous ayez des populations qui se mélangent les unes par rapport aux autres. Vous avez une expertise, vous avez un échange d'expérience qui est, de mon point de vue, très important. Et il est nécessaire pour nous, les États africains, que nous ouvrons nos frontières pour que nous puissions fluidifier les échanges, que ce soit les échanges sociaux ou les échanges économiques. Malik, très rapidement. Très rapidement, juste, il faut noter aussi que la Tunisie n'a jamais fermé sa frontière avec l'Algérie durant la décennie noire. Et Dieu sait que le risque terroriste aurait pu contaminer la Tunisie. Et la Tunisie, par solidarité, n'a jamais fermé cette frontière. Et c'était le souhait de l'Union africaine, retirer les pays membres de la Cour pénale internationale, une cour qu'elle juge trop partiale. Le Burundi vient d'en faire une réalité puisque l'Assemblée nationale du pays a adopté ce mercredi 12 octobre une loi sanctionnant le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale de La Haye. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Mélina Bokassa.
L'Assemblée nationale vote en faveur du retrait du Burundi de la CPI, une semaine après l'ouverture d'une enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays depuis avril 2015. Les députés ont voté ce mercredi 12 octobre 2016 une loi sanctionnant le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale. Le Burundi a adhéré volontairement à la CPI. Le retrait est aussi volontaire. Avant sa promulgation, le texte sera dans les prochains jours examiné par le Sénat qui doit à son tour l'adopter. Aucun risque envisageable de blocage dans la chambre haute du Parlement burundais puisque largement dominé par le CNDD-FDD parti au pouvoir. À savoir que le Burundi est le premier pays africain dont le Parlement a adopté une loi sanctionnant le retrait de la Cour pénale internationale. Le Burundi vient de se délégitimer davantage sur le plan international. Ils viennent se couper davantage des normes qui sont supposées régir les relations des États et leurs peuples. Et donc, franchement, il n'y a rien à gagner à se retirer de la Cour pénale. Il y a tout à perdre. La CPI, qui ne peut certes pas enquêter de sa propre initiative sur un pays non membre, mais elle peut le faire si le Conseil de sécurité de l'ONU l'y autorise. Le statut de Rome, traité fondateur de la CPI, stipule que le retrait prend effet 1 an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure et n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires avant la date à laquelle il a pris effet. La procédure reste donc relativement longue. Jean-Marie, on a comme l'impression que le président Pierre Nkurunziza a un peu profité de la polémique autour de la partialité de la Cour pénale internationale pour se retirer de cette juridiction, mais pas forcément pour les mêmes raisons que ses confrères. Pas forcément pour les mêmes raisons, ce qui nous donne, si vous voulez, qui donne lieu à deux lectures différentes. La première lecture, c'est qu'on peut estimer que le président Nkurunziza, c'est-à-dire c'est pour essayer de se soustraire aux éventuelles poursuites qu'il pourrait y avoir, dont d'aucuns vous diraient, comme dans notre reportage, que c'est un désavantage par rapport au Burundi en tant que tel. Mais on peut aussi avoir une seconde lecture. Vous savez que les États africains, c'est-à-dire pendant tout ce dernier temps, ont critiqué, si vous voulez, la politique qui est mise en place par la CPI visant exclusivement, disons en majorité, les dirigeants africains. Moi, je suis d'accord avec cette démarche du Burundi-là. Mais à condition que l'Union africaine puisse mettre en place, si vous voulez, une dynamique qui permette qu'on ait une cour africaine qui puisse juger éventuellement les... Justement, Jean-Marie, j'allais en venir. Il y a eu un projet, c'était début 2015, pour contrer justement cette Cour pénale internationale. L'Union africaine a plaidé pour la création d'une Cour africaine de justice. Jusque-là, on peut se dire très bonne initiative. Cela va contrer la CPI. Mais les chefs d'État ont voté l'immunité devant cette Cour aux dirigeants et aux représentants de l'État. Donc j'imagine les hauts fonctionnaires, des ministres, des députés. Quel est donc l'intérêt de cette Cour, Malik, qui entend contrer la CPI si les présidents ne peuvent pas être jugés devant cette même Cour? Vous avez tout à fait raison. Il faut je dirais, être beaucoup plus sérieux par rapport à cette notion de cette protection-là. C'est dommageable de voir finalement que cette résolution a été votée et qu'aucun dirigeant africain ou haut fonctionnaire ne puisse être traduit devant une justice africaine. Mais déjà, il faudrait déjà la mettre en place. Déjà, ça serait un signal fort parce qu'effectivement, c'est un projet qui date. Même s'il y a ce problème d'immunité qui se pose, déjà, essayons quand même de mettre en œuvre cette justice parce qu'elle pourra très bien servir dans d'autres cas. Il faut justement de la volonté politique des États. Il faut aussi parfois certains argumentent qu'il faut un changement constitutionnel pour justement traduire un responsable africain à une autre juridiction. Donc effectivement, cela relève de la volonté politique. Malik, j'aimerais vous entendre sur le cas du Burundi. Est-ce qu'on peut dire que le président Pierre Nkurunziza a peur d'être traduit devant la Cour pénale internationale et que c'est pour ça qu'il a retiré aujourd'hui son pays de la CPI? Je dirais plutôt comme Jean-Marie que c'est de l'opportunisme. Peur, je ne dirais pas peur puisqu'il est isolé sur le plan international.
Il est vraiment isolé sur le plan international et il va dans ses derniers retranchements pour garder justement le pouvoir. Donc je ne dirais pas peur, je dirais cette volonté de s'affranchir de toute critique internationale et de garder la main encore sur son pays. Donc je dirais une forme d'opportunisme qui malheureusement, je pense, va lui porter préjudice. Parce que même si l'ensemble des pays africains veulent se retirer de la CPI, ce qui est une bonne chose à mon sens, cette action-là, cet opportunisme-là, je pense, va lui porter préjudice et va l'isoler davantage. Jean-Marie ? J'estime que la démarche qui est mise en place, si vous voulez, à travers ces actions-là de pouvoir porter immunité, si vous voulez, aux différents dirigeants. L'Afrique fait un recul, tout simplement. Pourquoi ? Parce que nous oublions une chose. On a le procès de l'ex-président Hissène Habré qui a eu lieu en Afrique et qui s'est très très bien déroulé. Les Africains ont démontré au monde qu'on avait la capacité, si vous voulez, de suivre ce qui se passe dans nos États. En cas de crime, de guerre ou de crime contre l'humanité, selon la discrimination qu'on y donnerait, il faut que les Africains montrent au monde entier que l'extérieur n'a plus à nous donner de leçons. Nous prenons nos affaires en main et nous allons agir selon, si vous voulez, les lois internationales en tant que telles. D'aucuns me diraient que, si je prends le président Nkurunziza, vous avez les États-Unis qui n'ont pas adhéré, si vous voulez, à la CPI. Les États-Unis, c'est une chose, n'ont pas adhéré à la CPI. C'est une puissance internationale, on va vous dire qu'ils jouent sur leur puissance. Mais quand même, il ne faut pas que les fils des Africains, c'est-à-dire laissent les victimes des exactions qu'il peut y avoir dans nos différents États. Donc, à partir de là, j'estime, de mon point de vue, que c'est un recul parce que l'Afrique a jugé Hissène Habré de manière correcte. Malik, très rapidement. Pour moi, je pense que si on met en place une justice africaine, ça ne veut pas dire que des personnalités étrangères ne peuvent pas être jugées en Afrique si justement les crimes sont commis en Afrique. Parce qu'on a souvent ce deux poids deux mesures où finalement, comme Jean-Marie le disait, des dirigeants africains sont jugés à la haie, mais entre guillemets, on aimerait, et je dirais entre guillemets, on aimerait bien que ceux qui sont responsables de crimes en Afrique soient jugés en Afrique, même s'ils sont étrangers. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.